Alors maintenant que nous avons vu les grandes lignes de ce qu'était une série de Fourier, eh bien nous allons faire une décomposition pour une fonction créneau. Donc on va faire le calcul complet et on va essayer de mieux comprendre un petit peu l'interprétation physique qu'on peut en faire. Alors petit rappel sur ce que nous avons pu voir dans la vidéo précédente. On a vu que la décomposition en série de Fourier nous permettait de reformuler une fonction qui avait une certaine périodicité t qui conduisait à une pulsation angulaire oméga 0 et cette fonction f de t, on peut l'exprimer comme la somme de fonctions cosinus et sinus avec des pulsations qui sont des multiples entiers de n oméga 0. Alors, les coefficients de cette décomposition, c'est les coefficients an, bn, dont l'expression est donnée ici à travers le calcul d'une intégrale qui fait intervenir le produit de la fonction qu'on analyse multiplié par la fonction sur laquelle on veut l'analyser, donc soit des cosinus n oméga 0t, soit des sinus n oméga 0t. Alors voilà la fonction qu'on souhaite étudier aujourd'hui. C'est une fonction créneau qui va prendre des valeurs comprises entre moins V0 et plus V0 et on va typiquement considérer une période qui va aller de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2. Alors la première chose qu'on va pouvoir prendre en compte lorsqu'on va faire notre calcul, c'est la parité. Alors on a ici, si on considère une période, une fonction qui est impaire. On le voit bien, ça c'est l'expression de f de t. Et cette parité, ça va nous permettre de simplifier tout de suite nos calculs, parce qu'on sait que si f de t est impair, alors les coefficients a n, e sont nuls. Donc on n'aura pas à calculer a0, on n'aura pas à calculer a n, et du coup, eh bien f de t, on va pouvoir l'exprimer uniquement comme une combinaison de fonctions sinusoïdales. Donc ce sera une somme de sinus n oméga 0t qui sera pondérée par les coefficients bn étant égaux à 2 sur t, l'intégrale prise sur une période du produit f de t par sinus n oméga 0t dt. Donc on n'a plus qu'à calculer cette intégrale. Alors comment on peut faire? Eh bien la première chose qu'on va toujours regarder, c'est la parité du membre qu'on a dans cette intégrale. F de t est impair et la fonction sinus est elle aussi impaire. Donc ce qu'on a comme terme dans l'intégrale, c'est quelque chose de pair. On a juste besoin de calculer cette intégrale sur la moitié de la période, uniquement sur les valeurs positives. Le résultat total sera le double du calcul sur les valeurs positives. Donc ici, on peut se contenter de faire l'intégrale de 0 à t sur 2. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer f de t par sa valeur sur la partie positive, sur la demi-période positive, f de t vaut v0. Ce v0, il est constant, donc on va pouvoir le sortir, et on voit que l'intégrale qu'on a à résoudre, en fait, c'est une intégrale simple, c'est juste l'intégrale de sinus n oméga 0 t dt. Et on connaît la primitive de sinus n oméga 0t, c'est moins cosinus n oméga 0t sur n oméga 0. Et cette primitive, on va la prendre entre 0 et t sur 2. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 4v0 n oméga 0t, ici le n oméga 0, je l'ai sorti, moins cos n oméga 0 t sur 2, plus cosinus de 0, et cosinus de 0, vous savez que ça fait 1. Alors, d'autres simplifications qu'on va pouvoir prendre en compte, c'est que ce n oméga 0t qui intervient à la fois dans le terme en cosinus et puis ici au dénominateur, on va pouvoir le simplifier en se rappelant que oméga 0 c'est 2pi sur t. Donc là, eh bien, il y a les termes en t qui vont disparaître, ce qui fait que n oméga 0t c'est 2pi multiplié par n. Donc du coup, eh bien, les bn c'est 4v0 sur 2pi divisé par n, facteur de 1 moins cos npi. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, on peut simplifier par 2, ça coûte rien à faire.
Et puis, ce qu'on peut aussi prendre en compte, c'est que cosinus nπ, ça peut prendre que deux valeurs. Soit n est pair, dans ce cas-là, on va avoir cosinus nπ qui va valoir 1. Typiquement, c'est cosinus de 0, cosinus de 2π, de 4π, de 6π. Maintenant, si n est impair, eh bien ce cosinus, il va valoir moins 1. C'est le cosinus de π, de 3π, de 5π, et la même chose pour les valeurs négatives. Donc du coup, eh bien, notre calcul, on voit que si n est pair, cosinus nπ va être égal à 1, donc 1 moins 1, ça va valoir 0. Maintenant, si on a une valeur de n impair, moins 1 moins 1, ça va valoir 2. Donc Bn, ce sera 4V0 sur Nπ. Donc voilà ce qu'on a. Nos coefficients Bn, ça se résume à si n pair, on a des Bn qui sont nuls. Si n est impair, dans ce cas-là, Bn vaut 4V0 sur Nπ. Maintenant, on a tous les coefficients de notre décomposition et on voit que ces coefficients qui vont former le spectre de notre signal sont assez simples. Donc ici, on a représenté le spectre. Donc en fonction ici du nombre n, normalement le spectre c'est en fonction de la fréquence, donc on multiplie par oméga 0. On voit qu'on n'a pas de composante pour n qui est pair. On a uniquement des composantes pour n impair, donc une composante à oméga 0, à 3 oméga 0, 5 oméga 0, 7 oméga 0, et ainsi de suite. Et ce qu'on peut voir, c'est la décroissance de l'amplitude de nos composantes du spectre en fonction de n. Ça suit une loi hyperbolique, on l'a directement dans l'expression NoBn qui varie suivant 1 sur n. Donc voilà, notre spectre, on sait qu'il est composé uniquement de composantes impaires dont l'amplitude décroît régulièrement avec n. Alors ici, une petite illustration de comment on va pouvoir reconstituer notre signal temporel à partir de ces différentes composantes. Alors si on n'a que la première composante, donc n, qui est égale à 1, ce qu'on va obtenir, c'est la courbe bleue. Maintenant, si on veut prendre une composante spectrale supplémentaire, on va prendre une composante qui est à n égale 3. Donc on connaît son amplitude, ce sera 4V0 sur 3π, et ça va nous donner la courbe pointillée verte. Maintenant, si cette courbe en pointillée verte, on l'ajoute à notre courbe bleue, eh bien ça nous donne la courbe verte continue, et on voit que là, on commence à se rapprocher un petit peu plus de notre fonction créneau, qui est notre cible. En effet, cette courbe verte, elle est venue rajouter de l'amplitude là où la courbe bleue en manquait, et puis là où la courbe bleue était trop forte, eh bien on voit que ça la réduit. Alors on peut faire le même principe et rajouter encore une composante, prendre la courbe qui correspond à n égale 5, donc là la fréquence d'oscillation sera 5 fois plus forte. On voit bien, la courbe rouge eh bien, oscille beaucoup plus rapidement que la courbe bleue, et son amplitude sera plus faible que la courbe bleue et aussi que la courbe pointillée verte. Alors, cette courbe pointillée rouge, si on la rajoute à la somme des deux autres composantes qu'on avait déjà, ça va nous donner la courbe verte, et on voit qu'on a encore une fois gagné et qu'on continue, ça va nous donner la courbe pas verte mais la courbe rouge, et on voit qu'on a toujours gagné et qu'on continue à se rapprocher de plus en plus de notre cible qui est la fonction créneau. On voit que les flancs sont de plus en plus raides au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de composantes qui interviennent. Donc on peut continuer ce raisonnement. Donc là, c'est le résultat qu'on a avec la composition de 6 fonctions. Donc Bn qui va jusqu'à 6. Et là, sur cette petite animation, on voit ces 6 composantes qui interviennent et leur spectre. Donc le spectre, voilà, ça représente bien l'amplitude de nos composantes. Donc là,
ce qu'on peut voir, c'est qu'on a du coup deux façons de voir notre signal. Alors ici une autre animation, on va encore plus loin d'un nombre de composantes qu'on ajoute, et on voit qu'au bout d'un moment ça converge et qu'on recompose quasiment le signal voulu. Au début, on voit clairement l'effet de l'ajout des composantes, et puis au fur et à mesure, eh bien, l'ajout de ces composantes a de moins en moins d'impact. Alors, on voit quand même qu'on n'arrive jamais à avoir quelque chose de parfait. Il y a toujours des petites oscillations sur les fronts montants. Donc ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle le phénomène de Gibbs, qui peut avoir certains petits défauts. Alors là, c'est juste la comparaison entre 10 harmoniques significatives et 20 harmoniques significatives. On voit que plus on va augmenter le nombre d'harmoniques, le plus proche on sera du signal qu'on veut recomposer. Tout dépendra un petit peu après du niveau de tolérance qu'on s'accorde. Avec 10 harmoniques, on reconnaît déjà qu'on a un créneau, mais on a encore des oscillations parasites qui apparaissent. Ces oscillations parasites sont largement diminuées lorsqu'on a 20 harmoniques significatives. Alors, encore une autre façon de voir la même chose. Ici, c'est une petite animation où on a des oscillations. Alors, chaque oscillation, vous voyez, là, l'oscillation la plus importante, c'est le sinus. C'est le sinus à oméga 0. On voit que c'est une oscillation qui est assez lente. Ensuite, c'est une oscillation plus rapide à 3 oméga 0. Ensuite, à 5 oméga 0, à 7 oméga 0, et ainsi de suite. Donc là, 6 composantes spectrales significatives. Et au final, eh bien, à chaque fois, on les somme. C'est-à-dire que l'une des fluctuations repart de la tête de l'autre vecteur. Et ce qu'on voit, la petite boule violette, eh bien, c'est la position de tout ça. C'est la position de la somme finale qu'on compare au signal créneau. Donc là, vous voyez, c'est une autre façon de se représenter ça, de représenter cette composition de sinus, c'est-à-dire de fonctions qui vont osciller à des fréquences différentes. On voit très bien ici que c'est la dernière fréquence qui oscille le plus vite, avec des amplitudes différentes, mais qu'on a bien choisies. On retrouve bien ici que les amplitudes vont décroître avec le rang de l'harmonique qu'on considère, parce qu'on a une variation en 1 sur n. Alors, c'est toujours ici la même idée au niveau de la représentation, mais c'est une représentation que je trouve assez belle. En effet, là, on va utiliser le fait qu'on a quelque chose qui oscille, donc qui oscille autour comme sur un cercle, à une certaine pulsation. Donc, au début, ici, c'est à la fréquence oméga 0, 3 oméga 0, 5 oméga 0, 7 oméga 0. Donc ici, 4 composantes qui sont significatives. L'amplitude ici a été choisie pour correspondre à la recomposition du signal BN. Et ce qu'on voit, c'est que si on ajoute ces différentes composantes, eh bien, on va s'approcher de notre fonction rectangulaire. Alors ici, on lit le résultat, c'est la position verticale qui va nous donner notre rectangle. C'est parce qu'on n'a que des sinus et le sinus, ça se lie sur l'axe vertical. Et on voit bien ici ce mouvement qui est de plus en plus proche du mouvement idéal au fur et à mesure qu'on va ajouter des composantes. Donc ça, c'est une belle représentation qu'on peut avoir un petit peu de cette décomposition dans le cas du rectangle. Alors, on peut faire la même dans le cas d'un signal triangulaire et aussi d'un signal en dents de scie. Alors, ce qui est marrant de voir, c'est que pour le signal triangulaire, eh bien, la décroissance des amplitudes est plus rapide, parce que là, on voit que c'est un carré qui intervient au dénominateur. Et du coup, eh bien, on voit qu'avec deux composantes significatives, on est déjà capable ici de recomposer, d'avoir une bonne idée de notre signal en sortie. Donc peut-être qu'un jour je ferai une vidéo spécifique pour détailler le calcul de signal triangulaire. Sur le signal en dents de scie,
c'est un petit peu plus compliqué. Là, on voit qu'on a besoin d'un nombre de composantes qui est plus élevé. Alors, il y a quand même une petite chose qu'on peut remarquer, c'est il y a des signes dans nos décompositions aussi qui peuvent changer. Alors, pour ce signal en dents de scie, une dernière possibilité qu'on voit ici. Donc ici, on accumule les différentes fonctions et on voit que plus on en accumule, plus on se rapproche de la dent de scie idéale. Voilà. Bon, mais j'en ai fini avec ces différents exemples de décomposition en série de Fourier. J'espère que ça vous illustre et que ça vous donne maintenant une meilleure idée de ce que peut être cette décomposition en série de Fourier et quel peut être son intérêt et en quoi ça va pouvoir nous servir plus tard.